Bonjour, je suis François Vernier, ingénieur forestier en retraite. J'ai créé Florène en 1997 et je suis resté 26 ans à la présidence. Et donc maintenant, j'ai passé le relais. Et donc, je fais de la botanique depuis fort longtemps, depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc là, je vais vous présenter quelque chose bon, d'un peu particulier qui est la biographie d'un botaniste vosgien qui est devenu académicien des sciences. Merci de m'accueillir pour les 5e convergences botaniques qui fêtent déjà ses 5 ans d'existence. Florène, association des botanistes lorrains, fait partie de cette aventure depuis le début et c'est un vrai plaisir que de participer à cette rencontre. Je voudrais en préambule à cette présentation rendre hommage à Jean-Marie Weiss qui nous a quittés au mois de juin et qui était un ami que beaucoup ici ont rencontré et apprécié pour sa gentillesse, sa modestie, son humilité et également pour son sens de l'humour. Nous ne l'oublierons pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Paul-Henri Lecomte, dit Henri Lecomte, à ne pas confondre, comme le disait Pierre, avec le tennisman bien connu. Les deux ne jouent pas dans la même cour. Pour présenter ce grand personnage, j'aborderai sa jeunesse, ensuite sa formation et sa carrière, avant de parler d'Henri Lecomte, l'explorateur, ce qui est peu connu, et l'écrivain scientifique. Je n'oublierai pas d'évoquer les principales récompenses qu'il a reçues, car il y en a beaucoup dès son jeune âge, avant de vous présenter une conclusion. Henri Lecomte est né le 8 janvier 1856 à Saint-Nabord, dans le département des Vosges. Ce village est proche de Remiremont et se trouve dans la vallée de la Moselle. Il est le 6e enfant de la famille. Il a 2 frères et 3 sœurs. Tous les 5 sont nés à Bas-sur-le-Rue, dans la ferme familiale de Trougemont. Ses parents sont cultivateurs. On peut donc s'étonner qu'Henri soit venu au monde à Saint-Nabord. Il faut dire que ses grands-parents maternels habitaient alors cette commune où son grand-père était aubergiste. Peu après sa naissance, la famille retourne à Trougemont. C'est la maison notée par le numéro 1 sur la photo qui m'a été confiée par Jean Couval, un descendant de la famille, le comte Mougel. Il y passera donc toute sa jeunesse et suivra sa scolarité à l'école primaire du hameau Le Planois, à Bas-sur-le-Rue, non loin de la ferme exploitée par ses parents. Il faut dire que j'ai eu la chance de pouvoir consulter les archives de Henri Lecomte que Jean Couval venait de déposer aux archives départementales des Vosges et qui n'étaient pas encore classées. Apparemment, c'était un élève studieux et travailleur. À 16 ans, il tente et réussit le concours d'entrée à l'école normale primaire de Mirecourt, à environ 80 km de la résidence familiale. Il y passera 3 ans et il suivra avec plaisir et assiduité les excursions botaniques menées par son professeur de sciences naturelles. C'est ainsi qu'il s'est lancé en botanique. En 1875, il est nommé instituteur adjoint à Certigny, puis en 1876 à Épinal et en 1877 à Bruyères. Il apprend en autodidacte le latin et prépare son baccalauréat. La réussite à ce diplôme le décide à abandonner l'enseignement primaire et à demander un poste de répétiteur en lycée. Il l'obtient et le 4 février 1879, il entre en service au lycée de Chaumont. Il doit cependant rembourser une partie de la bourse obtenue pour ses études à l'école normale primaire de Mirecourt, soit 358 francs, environ 1500 € actuels. Il reste très peu de temps à ce poste. Le 19 décembre de la même année, il est nommé au lycée de Nancy, actuel lycée Henri Poincaré, et il s'inscrit à la faculté de sciences où il suivra l'enseignement du professeur Georges Lemonnier,
co-auteur de la 3e édition posthume de la Flore de Lorraine de Dominique Alexandre Gaudron. Il faut remarquer que lors des convergences de Nancy, François Le Tacon nous avait gratifié d'une biographie de ce grand botaniste lorrain. En seulement 4 années, il obtient 2 licences, l'une en sciences naturelles en 1881, l'autre en sciences physiques en 1883, et ces diplômes lui ouvrent le droit de se présenter en 1884 au concours de l'agrégation qu'il réussit et termine premier. Il entre alors comme professeur au lycée Saint-Louis à Paris, profitant de la proximité du Muséum national d'histoire naturelle. Henri fréquente le laboratoire d'organigraphie et de physiologie végétale dirigé par Philippe van Tieghem. En 1889, il présente une thèse de doctorat à la Sorbonne dont le sujet est le libère des angiospermes. En 1902, il prend l'intérim du laboratoire colonial du Muséum national d'histoire naturelle, alors qu'il enseigne encore au lycée Saint-Louis et Henri IV. Il y met toute son énergie et son savoir, à telle fin que les titulaires, Léon Gaston Seurat, zoologiste, et Auguste Chevalier, botaniste, retrouvent à leur retour un service parfaitement organisé. En 1906, il est nommé professeur de botanique, classification et famille naturelle, au Muséum national d'histoire naturelle, où il succède à Édouard Bureau à la direction des services des herbiers du laboratoire de phanérogamie. Il s'attache alors à mettre à jour les collections des plantes accumulées et non encore déterminées, provenant des territoires coloniaux. Il terminera sa carrière au Muséum national d'histoire naturelle le 22 janvier 1931 et décédera à l'hôpital le 12 juin 1934. Je vais maintenant vous parler de ses explorations à travers plusieurs continents. Son travail de pédagogue ne l'empêche pas d'être chargé de missions dans les nouvelles colonies. C'est ainsi qu'en 1893, Alfred Le Châtelier, militaire, fondateur de la Société d'études et d'exploration du Congo français, lui demande d'accompagner en tant que botaniste une expédition au Gabon. Le Châtelier veut étudier la possibilité de construire une ligne ferrée Loango-Brazzaville pour accéder dans des régions intérieures du bassin de fleuve Congo. Henri Lecomte y reste d'août 1893 à juin 1894 et herborise de Pointe-Noire au Congo à Libreville au Gabon, en passant par Cap-Lopez, Pont-Gentil, la lagune de Fernand Vaz, Mayumba, dans la vallée inférieure du Kouilou, le long de la rivière Loango. Revenu à Paris, il commence alors le travail de détermination de 800 échantillons qu'il a récoltés. Il s'est également découvert une vocation pour l'étude de culture coloniale. En 1898, il a la mission d'expérimenter aux Antilles françaises et en Guyane l'acclimatation de plants d'EVA, producteurs de caoutchouc, et de palanquium, producteurs de goutte à percha, gomme naturelle, servant d'isolant électrique, mais également à fabriquer des objets pour la chirurgie, des vêtements, des chaussures. Ces plantes avaient été récoltées à Java par la mission du pharmacien en chef des colonies, Édouard Raoul. Celui-ci étant décédé peu après son retour à Paris, c'est Henri Lecomte qui a la tâche d'aller expérimenter l'acclimatation des plants récoltés. Le 12 juillet 1898, le bateau Ferdinand Lesseps embarque Henri Lecomte, qui a pris soin de placer les plants d'EVA et de palanquium dans des caisses vitrées qu'il surveille de près. Le navire rejoint Fort-de-France le 29 juillet.
En 1903, Camille Guy, gouverneur du Sénégal, lui demande de faire une étude sur la culture du cotonnier et de l'arachide en Égypte afin d'en rapporter les données qui pourraient être utiles au développement de l'agriculture au Sénégal. Il entreprend donc une expédition en Égypte. Il arrive à Alexandrie le 11 août à 7 heures du matin. Il visite ensuite un certain nombre d'exploitations, en fait des croquis, fait des remarques sur les méthodes, les rendements de culture, et il restera dans ce pays au moins une semaine. L'Algérie est un territoire d'expérimentation intéressant pour tenter la culture de plantes tropicales. Et en 1905, Charles Jonard, gouverneur général, lui demande une étude d'acclimatation du cotonnier en Afrique du Nord. En 1911-1912, il entreprend une expédition pour récolter des espèces dans le but de compléter la collection du Muséum national d'histoire naturelle pour réaliser une flore d'Indochine. Ce long parcours commence par la traversée de l'Europe et de l'Asie par les trains Orient Express et Transsibérien. Il part avec un de ses élèves et collaborateurs, Achille Finet. La première partie du trajet les amène à Vienne, où ils arrivent le jeudi 29 juin. Hébergés dans un hôtel du Ring, ils profitent de cette brève étape pour visiter la capitale d'Autriche-Hongrie. Le vendredi 30, départ pour Varsovie, ils y arrivent à 7 heures du matin après un voyage assez fatigant dans un train mal organisé. Arrivé le dimanche 2 juillet à Moscou, le comte et Finet y restent jusqu'au 5 juillet. Ils prennent le temps de visiter quelques monuments et le jardin botanique. Monsieur Golinky, directeur de l'établissement qu'Henri Lecomte a déjà rencontré l'année précédente, leur fait faire la visite. Henri Lecomte qualifie ce jardin de 5 hectares assez petit mais bien tenu. Ils reprennent le train. Henri Lecomte note tout au long du voyage les plantes et les paysages qu'il rencontre. Arrivé à Vladivostok, il visite un musée qui s'avère bien décevant. Je comptais y trouver des fossiles végétaux promenant des houillères, mais il n'y a rien. De Vladivostok, ils embarquent sur le bateau à vapeur Pansa qui les amène dans le port japonais de Tsuruga. Ainsi commence leur voyage de prospection à l'Extrême-Orient. Ce sont d'abord les jardins nippons de Tokyo et de Nikko. Leur périple les conduit à Java, où ils visitent des jardins botaniques coloniaux de Buitenzorg dans l'île de Java et son annexe, le jardin de montagne de Chibodaz, véritables Éden pour les botanistes, où ils restent 6 semaines. Le but de cette expédition étant de compléter les collections des plantes originaires d'Indochine, n'est pas oublié. Les recherches sur la flore des régions calcaires commencent par le Tonkin, puis le Haut-Tonkin, pour récolter les plantes d'altitude. La manne du centre fait l'objet de récoltes sur les sols sableux. Henri Lecomte relève que le rôle de stabilisation des sables par les balles de caille est efficace. Ce sont 2410 échantillons qui se trouvent mis sous presse en attendant leur détermination et classés dans les herbiers du muséum. Je parle maintenant de l'écrivain scientifique, professeur au lycée Saint-Louis et Henri IV. Il publie Cours de zoologie en 1888, Notions de botanique en 1904, Cours d'histoire naturelle pour l'enseignement primaire supérieur et éléments d'anatomie et de physiologie végétale à partir de 1905. Tous ces documents ont été réédités et adaptés au public auquel ils étaient destinés. En 1897, il est le premier rédacteur en chef de la revue des cultures coloniales créée par Albert Millet-Poutingon. En 1909, il fonde le périodique Notula Systematicae, dans lequel sont publiées les diagnoses des espèces nouvelles de l'herbier du muséum. Cette publication durera jusqu'en 1960. C'est ainsi que nous pouvons retrouver plus de 200 diagnoses dont Lecomte est l'auteur. Profitant de l'expérience acquise lors de ses différentes missions d'exploration, il écrit des ouvrages tels que Le Cacaoyer en 1897 et qui fait 120 pages,
le coton en 1900, qui fait 507 pages, le vanillé en 1901, 222 pages. Ces ouvrages sont de véritables encyclopédies relatant l'histoire de la plante, sa description botanique, ses conseils de culture, les rendements prévisibles, et pour aller jusqu'au coût d'installation des cultures. Mais l'œuvre principale qu'il coordonne est certainement la Flore d'Indochine, commencée en 1907 et qui ne sera pas terminée à son décès, mais les co-auteurs ont à cœur de terminer cette œuvre, dont Henri Lecomte s'est réservé le traitement de 24 familles, dont les Aracées, les Lauracées, les Népatacées. Cette œuvre verra ses derniers fascicules sortir de l'imprimerie en 1951. Henri Lecomte reçoit de nombreuses récompenses, titres et autres distinctions tout au long de sa carrière, dont voici les principales. En 1900, il reçoit la médaille d'or Olivier de Serres. 1904, la Société géographique et commerciale lui décerne la médaille Caillé. En 1910, il est élu président de la Société botanique de France. En 1915, il reçoit le prix Gay de l'Académie des sciences. 1916, il est élu à la Société linnéenne de Londres. En 1917, élu à l'Académie des sciences. Et en 1926, il reçoit le diplôme d'honneur de la Société botanique de Tokyo que nous voyons ici sur cette diapositive. Et bien sûr, l'État ne l'oublie pas. En 1904, il est chevalier de la Légion d'honneur. En 1921, officier de la Légion d'honneur. Et sur sa tombe, il est indiqué qu'il est également commandeur de l'Ordre du Dragon d'Annam. Me voici arrivé à la fin de mon exposé et je voudrais souligner qu'en 1938, soit 4 ans après son décès, une stèle en son honneur a été érigée et inaugurée à Basse-sur-le-Rue devant la mairie et s'y trouve encore, même si elle a été quelque peu déplacée pour des raisons de restructuration de la viabilité de cet endroit. Pour cet événement, une foule importante, comme vous le voyez, était présente. D'autres cérémonies ont été organisées pour l'honorer, notamment au muséum, où il était très apprécié pour sa puissance de travail, mais également et surtout pour ses qualités humaines. Il était donc important et intéressant de vous présenter les travaux et les apports pour la science botanique de ce grand personnage méconnu et quelque peu oublié. Je tiens à remercier chaleureusement pour leur relecture attentive et leurs apports sur les éléments de vie de Henri Lecomte, mon épouse Cécile qui m'accompagne et me soutient dans mes travaux, mesdames Camille Seigné, agent administratif de la commune de Basse-sur-le-Rue, qui a su me guider vers des personnes compétentes, Julie Bédez, ma assistante principale de conservation aux archives départementales des Vosges, qui m'a ouvert les archives tout juste déposées par monsieur Jean Couval, descendant de la famille Lecomte-Mougel, avec qui j'ai eu de nombreux contacts. Philippe de Franou, naturaliste alsacien, qui m'a mis sur des pistes intéressantes et qui s'intéresse beaucoup aux biographies des botanistes lorrains et alsaciens. Michel Stequin, correspondant de Florène, association des botanistes lorrains pour le département des Vosges, habitant Saint-Nabord, qui m'a fourni des documents. Voilà un petit peu donc tout mon travail, mais très résumé, je dirais. Oui, juste, excusez mon inculture. C'est quoi l'ordre du dragon d'Annam? Alors là, bon, j'ai regardé, j'ai pas trouvé grand-chose, sinon que c'est une distinction donc qui était donnée pour les gens qui travaillaient, notamment en Indochine, puisque c'est sur l'Indochine, là, et que c'était, d'après ce que j'ai vu, c'est le gouverneur de l'Indochine qui a donc donné cette distinction à Henri Lecomte pour tout son travail sur donc sur la flore d'Indochine, entre autres, toutes ces collaborations avec ses services. Voilà.
Oui, c'est vrai. Que moi, je l'ai découvert justement sur une photo que M. Couval m'a envoyée, qui était la photo de la tombe d'Henri Lecomte. Alors après, je me suis un peu interrogé, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Merci, salut François. Est-ce qu'il a herborisé dans les Vosges? Pas énormément, mis à part sa période, je dirais, à l'école primaire, à l'école à l'école normale primaire de Mirecourt, mais c'était pas du tout sur son terrain, puisque Mirecourt n'est pas en montagne, hein, comme chacun le sait, puisque c'est plus vers le château, hein, c'est plus la partie pleine, si on peut dire, bon, bien que ce soit un peu montagneux, enfin un peu montueux, je dirais. Donc là, il a fait beaucoup de botanique à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il en a fait dans les Vosges. Là, il n'y a pas d'écrit, en fin de compte. Il en a fait, je sais, un peu vers Chaumont, quand il était au lycée de Chaumont. Et puis après, bien sûr, il est allé sur Nancy. Et là, il a dû en faire un peu plus avec Georges Lemonnier, qui était donc prof de botanique à la faculté de sciences de Nancy. Oui, c'est un peu normal qu'il soit méconnu, puisqu'en fait, il a surtout travaillé donc sur les plantes tropicales, coloniales, comme vous dites. Et alors, parce qu'il se trouve, bon, comme vous savez, l'histoire coloniale de la France s'est arrêtée brutalement dans les années 50, hein, et depuis, tout ça est resté un peu pratiquement un tabou. C'est-à-dire que, alors, bon, il en est sorti après, évidemment, il y a la création de ce qui est devenu le CIRAD et l'IRD, mais qui se sont plutôt tournés vers le présent et le futur, mais qui ont oublié un peu le passé. Par exemple, il faut savoir que le CIRAD, quand il a déménagé de la forêt de Vincennes à de Nogent, ils ont laissé derrière eux leur bibliothèque historique. Ça n'intéressait pas les dirigeants de l'époque. Alors maintenant, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on est capable de revoir, de relire le passé sans tout le poids de cette période coloniale, etc., etc. Alors, donc, et on va heureusement, je pense, remettre en valeur un peu tout ça, mais il faut dire que les Français ont beaucoup travaillé sur les pays qui sont des anciennes colonies. Hein, mais voilà, mais effectivement, jusqu'à maintenant, c'est resté relativement peu connu. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que quand on voit toute la littérature au niveau de tout ce qui est colonial, les travaux qui ont été faits sur les colonies, ça s'est vite arrêté et c'est vrai que c'est un peu un tabou, c'est-à-dire qu'on a laissé de côté la littérature donc, qui a été faite à ce niveau-là, notamment au niveau botanique et au niveau des cultures. Parce que là, c'était surtout la valorisation, enfin lui était lancé plutôt sur la valorisation des cultures des plantes tropicales. Bon, cacaoyer, vanillé, etc. Et avait fait quand même un travail très encyclopédique à ce niveau-là, ce qui était absolument formidable. Oui, j'ai pas vraiment une question, c'est un complément par rapport à la question que posait Jeanne Molina. L'ANAM, bon, le hasard de votre présentation fait que j'ai eu un grand-père maternel qui a exercé en tant que haut fonctionnaire en Indochine. Il était en résidence à Cratier. Et effectivement, l'ANAM est une région et en même temps une ethnie, au même sens que le Tonkin, entre autres, en Indochine. Et c'est effectivement un ordre qui a été créé par un gouverneur à l'époque français sur l'Indochine et qui concentrait un peu l'ensemble de l'Indochine et de la Cochinchine. Merci bien de ce complément. J'ai une question concernant les explorateurs. De nombreux explorateurs ne sont jamais revenus de leur mission. Je pense notamment Jacquemont, Bartsch et autres, parce qu'ils ont été exposés à des maladies tropicales. Qu'en est-il de Lecomte ? Lecomte, apparemment, n'a pas eu de maladie tropicale. Bon, il est décédé, d'autres problèmes. Il a été à l'hôpital vraiment à la fin de sa vie, je dirais. Hein, donc, il est quand même mort à l'hôpital à Paris. Mais il avait
Bon, apparemment, il était quand même, dans sa jeunesse, entre guillemets, relativement costaud, hein, parce que vu les explorations qu'il a faites, bon, il pouvait effectivement avoir des maladies. Or là, je n'ai pas vu dans ses écrits, puisque là, j'ai eu ses carnets entre les mains, les carnets de voyage, et il ne fait pas état du tout de maladies qu'il aurait pu contracter au cours de ses expéditions. Ça, c'est quand même relativement remarquable. Alors, tous ces carnets, j'ai essayé de les retranscrire, enfin, je les ai retranscrits, et je les ai donc renvoyés aux archives départementales, ce qui fait que, bon, c'est plus facile à lire, parce que l'écriture de ce personnage était parfois assez difficile à relire, mais bon, j'ai pu retranscrire facile 95 à 98% des textes. Oui, juste une petite question. Est-ce que vous avez regardé un peu la contribution scientifique de toutes les récoltes qu'il a pu faire? Vous avez parlé de 2400 récoltes lors de l'expédition, voir est-ce que ça a représenté en fait en termes de connaissances par rapport à la botanique. Il y a un certain nombre d'espèces qui ont été décrites, dédiées à Lecomte. Est-ce que vous avez essayé de regarder un petit peu ça? Alors, ce que j'ai regardé, c'est surtout les espèces qu'il avait décrites et qui étaient bon, à son nom et à d'autres. Hein, bon, en collaboration, et là j'en ai dénombré 207 qui étaient de ces diagnoses à lui. Alors il y en a un certain nombre qui ne sont plus valides, si on peut dire, hein, qui ne sont plus, mais bon, là j'ai encore un travail à faire, effectivement, de voir s'il y a d'autres choses à trouver notamment au niveau de l'herbier de Paris, puisque tout ça est l'herbier de Paris, et donc ça c'est tout. J'ai encore un gros travail à faire. Voilà. Dernier point, tu as cité le palanquier. Tu sais que la gutta percha, qui a de nombreuses utilisations, est encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des dentistes dans la salle, le soin de référence des soins endocanalaires en cas d'infection dentaire. Hein. Voilà, ça reste, pourtant c'est un vieux produit, mais ça reste encore le gold standard. Voilà. Merci pour ta passion pour la Lorraine, les botanistes lorrains. Merci.